Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne d'History en lien avec le RPG A Day. Aujourd'hui c'est le jour 20 et nous parlons de fondation. Et pour parler de fondation, j'ai invité quelqu'un qui s'y connaît en Asimov. C'est Monsieur Scarlock. Bonjour Scarlock. Bonjour. Qui est par ici. Alors, c'est vrai que, je Oui. suis là. Ouais, ça y est. Je vais pas dire que je suis un expert en Asimov, mais Quelqu'un qui s'y connaît. j'aime beaucoup. Mieux que moi et mieux que le prof Manitou, donc ça nous permet de pouvoir traiter d'Asimov. En fait, grâce au mot fondation, puisque fondation c'est le nom d'un cycle de Isaac Asimov, ça va nous permettre aussi de parler de robots et d'incarner des robots dans le jeu de rôle. Mais avant ça, est-ce que tu peux, enfin juste rapidement, surtout qu'il y a une série dans pas longtemps sur, je sais plus, Amazon, Apple ou un truc comme ça, tous s'y mettent. Ouais. Nous parler de, t'as pas l'air optimiste. Vu ce qu'est Fondation, je sais pas ce que ça va donner. Hein. J'aimerais y croire, mais... Et justement, est-ce que tu peux nous parler rapidement de Fondation, sans trop spoiler si possible, parce que évidemment il y a des gens qui vont se mettre à le lire après ton interview, et de la vision des robots chez Asimov, qu'on puisse après ouvrir un petit peu sur le jeu de rôle. Donc tu as 2 missions. Alors, tout d'abord, Fondation. Alors, à la base, Fondation, c'est un roman qui se passe dans un futur très éloigné. On a un empire galactique et alors j'ai perdu le nom du personnage principal, mais un professeur qui invente ce qu'on appelle la psychohistoire. Et en gros, ça lui permet, grâce à des calculs mathématiques, de prédire les événements à une échelle très globale qui vont arriver. Et il prédit la déchéance de l'Empire et un nouvel âge noir de l'humanité. Donc tout ce qu'il va essayer au fur et à mesure du roman de prouver sa théorie et d'essayer de réduire ce nouvel âge sombre qui approche. Ensuite, il y a eu 2 suites, qui a fait une trilogie. Il y a eu d'autres romans qui sont rajoutés et ça fait un cycle assez énorme qu'on appelle Fondation. Il s'est beaucoup intéressé aux robots, loi robotique, et il avait mis en place certaines choses autour des robots, si je me trompe pas. Hein. C'est ça. Donc, ce qui distingue un peu Asimov de ce qui se faisait à l'époque en matière de science-fiction, en particulier autour des robots, c'est que Asimov n'est pas parti du principe que le robot c'était le méchant comme les extraterrestres type Mars Attack, gros robot méchant. Le robot avant c'était un peu sur le principe du mythe de Prométhée, la créature de Frankenstein, donc la création qui se rebelle contre son créateur. Asimov il est parti d'autre chose. Pour lui, les robots doivent être créés pour des tâches précises. Donc ils ont des tâches précises à accomplir et ils sont réglés sur les 3 lois de la robotique qu'il a inventées. C'est des choses qu'on retrouve maintenant encore aujourd'hui, donc c'est dire à quel point son influence sur la robotique moderne a été très importante. Déterminante. Voilà. Donc ces 3 lois, on a la première, donc classée par ordre d'importance. La première, c'est un robot ne peut pas faire de mal ou laisser faire de mal à un être humain. La deuxième, c'est que le robot doit toujours obéir à un être humain, sauf si ça va à l'encontre de la première loi. Et la troisième, c'est que le robot doit se protéger son existence, sauf si ça va à l'encontre des 2 premières lois. Ok. Et donc, ce niveau d'importance, il est déterminant en fait dans ce que peut faire un robot comme empêche. C'est ça. Donc ça va. Ça a l'air très simple sur papier, mais dès les premières nouvelles, on voit. Il explique comment ces conditions très simples peuvent vite rentrer en conflit. Par exemple, on prend le cas d'un robot qui a une fonction vitale pour une colonie. Donc c'est lui qui va permettre par exemple à cette colonie de se nourrir. Donc à ce niveau-là, la première et la troisième loi rentrent déjà en conflit parce que l'existence du robot dépend la survie des gens à l'intérieur. Donc est-ce que ce robot doit par exemple se sacrifier pour sauver un humain qui serait dans un environnement hostile, alors que s'il le fait, voilà. S'il le fait, il y a d'autres personnes qui vont mourir. Quoi. Exactement. C'est pour ça que plus tard, il a rajouté une loi 0, qui est le robot doit protéger l'humanité, donc il doit faire passer l'humanité avant tout le reste, en fait. Voilà, le plus grand nombre avant.
Parce qu'il y a un dilemme, je crois, hein, que tu connais en plus, dont tu as déjà entendu parler, qui est ce truc du train, là, tu sais, genre t'as la tête d'un le train dilemme et... du tramway, oui. Voilà, c'est Le ça. fameux dilemme Ouais. du tramway. Bah, comment résoudrait un robot de ce genre-là, du coup? S'il a pas la loi zéro, il va aléatoirement choisir, mais est-ce qu'il y a un aléatoire dans le Alors, robot, quoi? s'il n'a pas le volet zéro, ça Mhm. dépend. Alors, c'est assez bien parce que dans les romans, tout dépend beaucoup aussi du niveau de perfectionnement du robot, Mhm. des réglages, parce que certains robots particulièrement chers, ils vont mettre la troisième loi va être plus poussée, parce que ça coûte cher, donc ce serait bien qu'il évite de s'abîmer trop facilement. Mhm. Ce qui va causer des dilemmes pour le robot, enfin des dilemmes plus des bugs en fait, Mhm. des problèmes de fonctionnement qui fait que deux lois rentrent en conflit et le robot tourne en rond. D'accord. Et Ok. ouais, c'est ça qui est intéressant parce que Asimov prend bien le robot pour ce qu'il est, c'est-à-dire une machine qui n'a pas d'émotion. C'est là qu'on voit qu'il est très éloigné du mythe du robot type créature de Frankenstein qui se Mhm. rebelle parce qu'il est exploité par son créateur ou quoi. Là, non, le robot, il suit les lois Mhm. sans se poser de questions. Donc, Sur sa création. principalement, il écraserait par exemple la personne, son créateur, par exemple, pour sauver quatre personnes sur la voie du tram. Oui, voilà, c'est ça. Et on est différent d'un androïde à la Alien qui ferait passer, qui ferait passer l'intérêt de son créateur et donc de la compagnie avant l'équipage d'un Exactement. vaisseau, quoi. Ok. Exactement. Là, il n'obéit qu'à la loi de Mm. il fait ce Mm. qu'on lui a programmé. C'est encore C'est. différent des droïdes de Star Wars Mm. qui finalement ont une espèce de personnalité qui sont quasiment intelligents et pratiquement vivants. Ouais. Les droïdes On de voit Star Wars, C3PO, ils ont un côté très très humain, humain. mais Voilà, avec des gags de robots, quoi, on va dire. exactement. Ouais, puis ça leur donne ils ont une vraie personnalité dans Star Wars finalement les droïdes, quoi. C'est ça. Mm. J'avais trouvé ça un peu plus dans Mandalorian, Mm. le droïde qu'on Mm. croise est plus robotique lui par contre. Oui. Il suit une espèce de code, enfin de programmation Mm. et Mm. c'est vrai que ça change un petit peu des droïdes genre C3PO, Mm. R2D2. Mais est-ce que le Mandalorian, il est Pareil des pas, d'ailleurs, on fait une petite- est-ce que le Mandalorian lui-même, il serait pas très robot au début, au début de la série? Il obéit aussi à Il son suit code. Ouais. c'est vrai, Il il veut pas suit son montrer son code, mais visage. on le voit dès le premier épisode. Mm. Il y Mm. a, il laisse parler ses Ouais. émotions, son cœur, ce Mm. qu'il Mm. lui pense être juste. Mm. Ok. Du coup, Après, ouais. petit parallèle amusant, c'est Mhm. que tu me dis le mandarin agit un peu comme un robot, mais les trois lois de la robotique, Mhm. finalement, ils mettent ça en avant dans une des nouvelles. C'est ce que devrait suivre tout humain Mm. bon en fait. Oui. Finalement, c'est ce que fait chaque personne. Toute une nouvelle où la question est de Ouais. savoir si un personnage est un robot ou pas. Et en fait, oui, il suit les trois lois de la robotique, mais comme toute personne qui serait bien élevée et Bien intentionné. très sympathique, quoi. Mm. Et bien intentionnée, exactement. Du coup, en jeu de rôle. Alors, comment autant un robot à la Star Wars pur, on va dire. Ok, tu vas incarner tu vas incarner un personnage qui va avoir des réflexes de robot à un certain moment, mais qui est quand même assez humain, on va dire, au niveau t'as l'impression, il ressent des sentiments, il éprouve de l'amitié, etc. Mais un robot à la Asimov. Si tu veux incarner un robot à la Asimov dans un jeu de rôle, comment tu l'incarnes? Comment tu fais respecter ces trois lois? Comment tu l'envoies à l'aventure, en fait, un robot comme ça, quoi? Qu'est-ce qu'il ferait Euh, là? bah, pour commencer, je pense que alors ça peut être très intéressant à jouer. Hmm. J'avais joué un robot dans Star Wars Hmm. justement, que j'avais essayé de mettre un peu plus Hmm. en termes de jeu, un Détaché. peu plus robot. Hmm. Et c'est vrai que les trois lois sont finalement c'est pas si difficile, mais tu peux pas avoir un groupe entièrement composé de robots, sinon Ouais. ça va vite poser Il y a pas problème. de moteur, en Parce fait. que Il y a justement, rien avec qui va les servir de deuxièmes moteur. lois. Hmm. Ce qui est un peu frustrant, je pense, c'est que c'est pas forcément un robot ne va pas forcément prendre d'initiative ou imaginer de choses. Après, Hmm. bon, pour le plaisir du joueur, je pense que c'est une chose sur laquelle il faut passer outre. Hmm. Le robot, Hmm. tu peux très bien justifier qu'il a un programme de comment ça s'appelle d'improvisation, ce qui se développe maintenant d'ailleurs. Hmm. Euh,
Parce que le problème d'un robot qui est programmé pour quelque chose, c'est s'il lui arrive quelque chose, par exemple s'il tombe, il faut qu'il prenne l'initiative de se relever. D'accord. Mais si jamais t'es dans une situation où t'as deux humains qui vont se tirer dessus, comment le robot il va mettre fin à ça en fait? Selon sa première version, c'est là que ça va être intéressant. Il va pas forcément privilégier un PJ. Bon, idéalement, t'aimerais qu'il privilégie le PJ. Mais tu peux te dire que soit il a été programmé pour protéger spécifiquement une personne ou deux du groupe, ou les membres du groupe, soit tu y vas à fond et tu le fais jouer ce que lui va estimer être le bien du plus grand nombre. Donc si le groupe a une moralité un peu douteuse, ça peut vite poser des problèmes. Et si la solution, c'était pas qu'un PJ s'appelle Humanité, et que le robot, il bug, et ils se disent, je dois protéger l'humanité, en fait. Donc Humanity. Et qu'il y a un personnage qui s'appelle Humanity dans le groupe, et du coup, interprétation. De toute façon, je pense que le jouer un robot, ça te permet des choses que tu peux pas forcément faire avec les humains, c'est de jouer les bugs. Moi, je pense que jouer un robot avec un petit bug, c'est toujours plus amusant. C'est un peu comme jouer un personnage qui a un trait de personnalité, un défaut ou quelque chose. Oui. C'est toujours le petit truc qui va rendre ton personnage souvent son petit défaut qui le rend un peu unique. Je pense que c'est pareil avec les robots, puisque par définition, un robot à jouer, c'est quelque chose de très répétitif. Donc c'est bien de lui mettre un petit bug. Moi je sais que mon droïde sur Star Wars, il détestait les Jedi parce que il s'était fait couper en deux par un Jedi sur Tatooine, donc pendant la guerre des clones, ça lui a pas plu. Donc maintenant, quand il voit un sabre laser, il réagit. Il réagit de façon un peu violemment. Ouais, c'est ça. Ok. Et les bugs, ça peut être sur quoi? Ça peut être sur l'interprétation. Ouais, un comportement individualiste. Ça irait bien à un robot. Ça peut être. Ça dépend, peut-être pas individualiste, mais des comportements qui changent. Par exemple, le robot, si tu lui demandes de faire quelque chose, et qu'il bug, il s'arrête, il le fait pas, ou il décide de faire autre chose. Ça peut être énormément de choses en fin de compte. Tu peux très bien, le robot, tu peux très bien dire que il refuse de faire du mal à un être vivant. Du coup, dès que tu vas lui demander de tirer ou de frapper quelqu'un, il va s'arrêter, ou alors il va sortir je suis désolé Dave, je ne peux pas faire ça. Alors, on peut penser à toutes les IA qu'on voit dans la sphère audiovisuelle. On pense à GLaDOS. Oui, GLaDOS, oui. Toutes les IA tournent mal, t'as l'impression des fois. Maman, des fois, elle tourne mal dans Alien. Disons que quand elle tourne bien, t'entends pas parler parce que c'est un élément du décor finalement. Mais c'est vrai que Hal dans Odyssée de l'espace, par exemple, un type d'IA qui marche bien et qu'on oublie, c'est celle dans Ulysse 31. Finalement, elle marche toujours bien. Elle a toujours l'air de déprimer, Shirka. Elle est tout le temps perdue. Nous dérivons. C'est ça, elle est perdue dans l'espace, mais et du coup, c'est pas un personnage aussi intéressant que Hal, par exemple, ou GLaDOS. Ouais, parce que si un robot doit respecter sa loi zéro, qui est de toujours protéger l'humanité, ça l'empêchera pas de tuer des gens s'il considère que ces gens-là sont un danger pour l'humanité. Exactement, donc je vais rester évasif parce que c'est un gros spoiler, mais un moment que j'ai beaucoup aimé dans les romans d'Asimov. À un moment, en fait, cette loi zéro, elle a été même créée par un robot particulièrement avancé qui, pour aider l'humanité à progresser, a fait un acte qui menace l'humanité, justement. Donc il y a un des robots qui l'accompagne qui a pas supporté, qui s'est comment dire, il est mort, mais c'est tout simplement arrêté de fonctionner. Et le robot qui a inventé cette loi zéro a pu faire ça en inventant cette loi. C'est ce qui lui a permis de passer outre sa programmation, de chercher une solution en fait à un problème. Parce que finalement c'est ça, les IA elles ont des problèmes, elles vont chercher à le résoudre. Et c'est la solution qu'il a trouvée, c'est de réécrire son propre cerveau avec une loi zéro. Donc ça laisse place à un développement de personnalité même pour un robot. Du coup, particulier. Ça marche. Donc idée de scénario, vous avez trouvé quelque chose sur une planète que vous voulez rapporter, le robot détermine que cette chose que vous transportez est dangereuse pour l'humanité, donc le robot essaye de tous vous tuer dans votre vaisseau avant que vous rentriez. Voilà. C'est ça, il peut essayer de le balancer dans l'espace en scred, et si vous l'empêchez,
Voilà, Rebelle du héros. Un très bon petit scénario de SF. Ouais. C'est pas mal comme idée. Eh ben, on l'essaiera. Je te remercie beaucoup. Et moi aussi. Génial. On se retrouve bientôt pour un nouveau Happy Day. Salut.